Bonjour à tous et bienvenue ce matin à l'heure des pros. La France n'était pas à l'arrêt hier. Les syndicats ont raté leur coup. La France n'était pas à l'arrêt. Les trains ont circulé, les enfants étaient à l'école, les travailleurs ont travaillé. La France n'était pas à l'arrêt et dire le contraire serait une contre-vérité. Certains espéraient le grand soir. Les lycéens, les routiers, les salariés du privé, à l'arrivée, tout ça a fait pchit. En revanche, il y avait 1 200 000 personnes dans la rue, et c'est beaucoup, et plus de 70% des Français restent hostiles à la réforme des retraites. Mais les Français ne bougent plus. Ils sont lassés, ils sont déçus, ils sont résiliés, la révolution attendra. À l'heure qu'il est, Emmanuel Macron a gagné son pari. Le scénario est écrit, le gouvernement passera en force, avec ou sans le 49-3. Je disais hier qu'Emmanuel Macron jouait au poker, qu'il avait fait tapis avec une paire de 5, et bien ce matin, son bluff a marché. Les Français se sont couchés. Il est 9h, Barbara Durand. La grève encore très suivie ce matin. En Gironde, des routiers et des gilets jaunes bloquent depuis 3 heures cette nuit les accès au dépôt pétrolier EPG, entrepôt pétrolier de la Gironde à Ambès. 200 camions sont en moyenne chargés chaque jour dans ce dépôt de la presqu'île d'Ambès, au nord de la métropole bordelaise. Dans les transports, le trafic reste très perturbé. Regardez les prévisions. En moyenne, un TER sur 3 circulera, un TGV Inouï et Ouigo sur 3 également, un Intercité sur 5. En région parisienne, l'offre reste très dégradée. Un métro sur 3 circule en moyenne à Paris. Et puis, jour de match et pas n'importe lequel, le PSG se déplace ce soir en Allemagne. Et victoire obligatoire pour Paris, battu 1-0 au match aller. Le PSG doit impérativement l'emporter face au Bayern Munich afin de poursuivre l'aventure en Ligue des Champions. Il m'est insupportable de voir un mensonge aussi énorme. Il n'y a pas deux sexes prospérer dans le débat public. Il faut noter ce paradoxe de notre temps, alors même qu'on proclame le culte de la science, la chasse aux obscurantismes, la lutte contre les fausses nouvelles. On accepte comme un fait non susceptible de débat l'idée que le sexe serait une pure construction sociale. Eugénie Bastier, Sauver la différence de sexe. Ce bouquin est formidable, mais vous êtes formidable. Merci, parce que mais non, mais la journée des femmes. Ce bouquin est formidable. Parce que vous êtes courageuse. Vous dites un homme n'est pas une femme. Quel courage mais quel courage dans la société d'aujourd'hui. Mais vous êtes une sorcière. On va vous brûler. Non, je commence par une citation de Chesterton qui dit un jour on fera des feux. Mais bien sûr. Un scandale en disant que 2 et 2 font 4. Et ben oui. Mais ce bouquin est formidable. Scandale de dire qu'il y a 2 sexes. Mais... Ce bouquin est formidable. Mais, et puis, il est formidable d'intelligence, qui ne m'étonne pas, puisque je vous lis depuis longtemps, mais aussi, disons-le, on n'ose pas dire des choses, sauver la différence des sexes aujourd'hui. Ce qui est terrible, c'est qu'on en vienne à... Enfin, on doit rappeler des évidences, quoi. Il y a quelque chose de terrible là-dedans, mais il y a effectivement... aujourd'hui, c'est devenu nécessaire. Bon, je salue Dominique Jamais qui est là. Est-ce qu'on peut nier que la société... définit le rôle de chacun et de chacune, et que cette partie-là, on appelle le genre, c'est que la société, en fait. est évolutive. Bon. Ça va, la contestation est très... Est-ce qu'on peut nier qu'il faille... Personne ne dit que la cravate... les hommes ne naissent pas avec une cravate. Est-ce qu'on peut nier qu'avant de parler... Mais ça va plus loin que la cravate. Est-ce qu'on peut nier qu'avant de parler, on puisse se dire bonjour? Bonjour, monsieur Geoffroy. C'est pour ça que je vous dis bonjour d'abord. Je crois que c'est un reproche. Mais non. Bonjour mon cher, comment allez-vous? Ça me fait plaisir. Vous avez été insupportable vendredi. Il faut l'être de temps en temps. Voilà, c'est bien, vous reconnaissez. J'ai eu des messages, etc. Alors soyez gentils. D'accord. Aujourd'hui, soyez gentils. Éric Nolot, que vous connaissez bien sûr. Florian Tardif et Dominique Jamais. Alors, on va parler de plein de choses, bien sûr. Simplement, on va parler d'Éric Dupond-Moretti. Simplement, la France n'était pas à l'arrêt hier. Voilà. Et je dis, les syndicats ont raté leur coup. Voilà. Et je dis aussi, les Français se sont couchés. Parce qu'ils gueulent, et puis arriver à rien, quoi. Vous exagérez encore. C'est pour ça que je suis là. C'est bien sûr que j'exagère. C'est bien, le sommet de l'État, c'était le scénario. Non, mais bien sûr que j'exagère un peu. Votre rôle. Non, mais bien sûr que j'exagère, bien sûr. Mais non, il y a quand même pratiquement tout le monde que c'est la 6e manif. Hein, il y a oui, mais même mais comme la France n'est pas à l'arrêt. La grève, il n'y a pas une grève générale. C'est pas ça. Voilà, donc c'est pas mai 68, donc il n'y a pas. Par exemple, les lycéens, vous savez combien de lycéens il y avait hier? Non, je ne sais pas. Mais... 1,3%, je crois, des lycéens. Oui. Bon. En fait, il n'y a rien. C'est pas mai 68, c'est rien. Mais en revanche, ça infuse. Et effectivement, il peut avoir des. Bon.
Donc voilà. Non, mais je voulais vous le demander. problème, c'est que vous dites les Français se sont couchés, ça demande un supplément. Qu'est-ce qui s'est passé ? En réalité, c'est le pouvoir d'achat qui a beaucoup joué. C'est qu'on est dans une telle situation que les gens ils réfléchissent entre une révolution extrêmement hypothétique et le fait de perdre une somme d'argent à chaque jour de grève. Eh bien, l'arbitrage se fait en faveur du Pardon, mais du il y a pouvoir aussi d'achat. un deuxième paramètre, c'est que la réforme a été édulcorée quand même. C'est qu'il y a eu quand même des compromis qui ont été Oui, mais ça, faits. On a c'est cédé un certains argument points. réversible. D'accord, mais donc effectivement, c'est pas la retraite à 65 ans, c'est la retraite à 64 ans. Donc ça joue aussi dans la mobilisation et dans l'affaiblissement. Oui, mais c'est un argument réversible parce que bientôt, on va nous expliquer que la réforme va coûter de l'argent. Donc pourquoi faire une réforme qui va ne servir à rien? Donc ça, c'est un argument réversible. Moi, je pense que le pouvoir d'achat a énormément joué. Mais je suis tout à fait d'accord avec Éric. Est-ce que vous êtes d'accord d'abord avec mon analyse? Les syndicats ont raté leur coup. Non, alors vraiment pas du tout, excusez-moi. Ça fait un mois que ça dure et la mobilisation était substantielle. Et puis, ce que vous dites, si j'admets que c'était admissible hier, peut-être que demain et après-demain, ça le sera moins. Ah bah. Et attendez, et il y a une vraie énigme parce que le sujet qui est sur le devant de la scène, qui est à la une, c'est le débat sur les retraites à l'Assemblée puis au Sénat. Mais il y a un deuxième sujet qui n'est pas à la une et qui fait les préoccupations des gens, c'est le coût de la vie. Et donc c'est sur le fond d'une crise sociale que se développe un débat sociopolitique sur les retraites. Bon, écoutez ce petit sujet de Solène Boulan. Les syndicats ont-ils raté leur coup? Ça m'intéresse parce que c'est les journées à venir. C'est les journées à venir. Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Est-ce qu'on est bloqué ou pas? Et puis après, Florian Tardif, je passe mon temps à dire que les journalistes disent des choses plus intéressantes en conférence de rédaction qu'à l'antenne. Eh bien, vous direz ce que vous nous avez dit hors antenne. Là, vous allez nous le dire maintenant, tout de suite. Parce que, je vais vous expliquer hors antenne, puisqu'on avait un débat sur notamment la réforme de l'État. Est-ce qu'il est possible de réformer l'État en profondeur avec Éric Nolot, pour être tout à fait exact avec nos téléspectateurs. Et j'expliquais que récemment, j'étais allé à Bercy et qu'on m'avait confié, c'est quelqu'un de l'entourage du ministre actuellement des Comptes publics, Gabriel Attal, que lorsqu'ils sont arrivés à Bercy, ils sont arrivés face à des personnes qui étaient à Bercy depuis 10, 15, 20, 25 ans, et ils m'ont dit, c'est impossible de réformer le système en profondeur. C'est impossible. C'est impossible, c'est-à-dire que il y a des blocages de partout. Les petits hommes gris. C'est-à-dire que les petits hommes gris. C'est-à-dire que tu ne peux rien faire. C'est l'état profond. Vous allez m'inscrire en faux contre cette idée. Ah bah c'est ce qu'ils m'ont dit, c'est-à-dire qu'eux-mêmes ont découvert. Moi, tous les ministres de l'économie m'ont dit ça. Je peux les citer. Ah ben j'en signe au moins 3 que je connais qui m'ont dit ça. Les ministres de l'économie faibles, qui n'osent pas donner des ordres à leur administration. C'est ça la vérité. Mais pourquoi ils n'osent pas? Moi j'ai étudié ça il y a longtemps, je suis très vieux. J'ai passé un mois au ministère des Finances. En quelle année? Direction du Trésor. En quelle année? En 82, au moment. Oui, mais d'accord, mais au moment où c'était pire à l'époque. Oui, non. Et on disait déjà que l'administration des Finances avait gouverné la France. Et laissez-moi terminer. Il y a 40 ans. En 81, il y a eu une rupture de la politique économique. Vous êtes d'accord? Ils l'ont Et 2 ans appliqué. plus tard? En 83, que s'est-il passé? Oui, mais ça c'est pas le ministère des Finances. Bon, on rentre pas là-dedans. Moi, je pense que j'entends ça partout. Non, j'ai pas fini. Ouais, mais Si les ministres élus, s'ils donnent des ordres aux fonctionnaires, ils sont obligés de les appliquer. C'est pas ce qui se passe. Et s'ils sont pas contents, ils virent le haut fonctionnaire, ils en mettent un autre. C'est pas vrai. Ils ont le droit de faire ça. C'est vérifiable dans l'économie, c'est vérifiable dans l'éducation nationale. non, n'entrons pas là-dedans. N'entrons pas là-dedans. Non, Dominique, non. Bon, les petits hommes gris. Vous savez pas ce que je voulais dire? Oui, je veux pas qu'on entre là-dedans parce que c'est un sujet, on va en parler. Mais d'abord, c'est vous qui l'avez entré, c'est pas voilà. On aura le temps d'en rediscuter, malheureusement. Je veux dire, là, vous parlez là maintenant. C'est le bon chasseur et le mauvais chasseur. Bon, je salue Didier Bourdon d'ailleurs, il nous écoute souvent. Non, mais c'est intéressant ce que vous dites parce que c'est un témoignage du terrain, c'est ça qui m'intéresse. Bon, en revanche, que va-t-il se passer maintenant? Parce que ça m'intéresse. Est-ce que la France va être bloquée, etc. Bon, le grand soir n'est pas là. Donc, dans ces cas-là, ça passe en force. C'est simple, hein. Si les Français, ils bougent pas, de toute façon, ils sont anesthésiés. On l'a vu sur le Covid, boum, plus personne ne bouge. Hop, ils sont là. Et ils sont pas contents. Donc, voyons le sujet de Solène Boulan. Le dernier cortège dispersé, les manifestants préparent déjà la prochaine mobilisation et comptent bien faire durer le mouvement. Ah là, il faut c'est tous les jours là, jusqu'à ce que le gouvernement plie en fait. Tous les jours, on sera motivé comme jamais. Et je pense que c'est de par la jeunesse que ça va se lever. Et la jeunesse est vraiment en colère, vraiment. On compte pas le lâcher parce qu'il faut que tout le monde se réveille là. À un moment donné, il faut arrêter les bêtises. On n'a jamais connu ça en France. Si cette réforme n'est pas retirée,
je gage que la révolution n'est pas pour très longtemps. Réunis en fin de journée, les syndicats ont salué une mobilisation historique, mais demandent à rencontrer le président de la République. À ce jour, ces mobilisations énormes, conduites par une intersyndicale unie, n'ont reçu aucune réponse de la part du gouvernement. Cela ne peut plus durer. Le silence du président de la République constitue un grave problème démocratique qui conduit immanquablement à une situation qui pourrait devenir explosive. En responsabilité, l'intersyndicale adressera un courrier lui demandant à être reçu en urgence pour qu'il retire sa réforme. L'intersyndicale a annoncé 2 nouvelles journées de mobilisation interprofessionnelle, dont une ce samedi. Bon, c'est intéressant, par exemple, les gens qu'on a entendus dans le sujet. Il y a un jeune qui dit les jeunes sont en colère, etc. Bon, bah non, 1,3% ont été en grève hier. Bon. Il y a une autre dame qui dit c'est la révolution. Bah, ils sont en tête, mais non, en fait. Pardon, mais moi, j'y peux rien. La grande différence avec 1995, si je peux me permettre, c'est déjà le contexte socio-économique. C'est-à-dire que dans les années 90, on est plutôt sur une période de croissance. Là, on est une période de déclassement économique avec l'inflation, etc. Donc, on n'est pas sur la même dynamique. Et ensuite, c'est le quoi qu'il en coûte. C'est-à-dire que ça fait 2 ans que l'État abreuve finalement les Français de chèques. Et on n'est pas dans le contexte d'un État qui serait en train de couper les finances publiques. Au contraire. Donc, ils demandent et je pense que les Français l'ont intégré, malgré eux. C'est-à-dire qu'ils sont contre cette réforme parce que personne n'a envie de travailler 2 ans de plus. C'est évident. Mais quand on regarde cette réforme est inutile. Dans les sondages, les Français disent on sait qu'elle va passer. Et ça, c'est une résignation. Cette réforme est inutile. Elle est aujourd'hui, elle est même plus efficace. Elle est coûteuse. Elle est coûteuse. On en fera une dans 3 ans ou dans 10 ans. Ouais, etc. Elle sert à rien. T'as braqué le pays pour rien, t'as mis 1 million. Et tout ça pour rien, en fait. Moi, je trouve que c'est lamentable, mais après... Dans ce qui a été dit, il ne faut pas retenir ce qu'a dit la syndicaliste. Parce que la syndicaliste, elle ne dit pas on va tout bloquer jusqu'à ce qu'il craque. Elle dit on demande à être reçu par le président de la République. Une manière, je trouve que c'est un peu bizarre comme... Mais parce qu'ils ont compris qu'ils ont perdu hier. C'est pour ça qu'ils veulent être reçus. Je pense que moi, je l'interprète comme ça. Cette déclaration me convainc plutôt de ça. Mais c'est-à-dire que c'est toujours pareil. Celui qui appelle au téléphone, c'est toujours celui qui a le plus intérêt à la relation. De la même manière... là, celui qui appelle au rendez-vous, c'est celui qui a le plus intérêt. Emmanuel Macron... La politique, c'est comme l'amour, c'est ça que vous voulez dire? Mais non, mais c'est toujours pareil. Quand vous recevez un coup de fil, dites-vous toujours, tiens, c'est celui qui est en train de m'appeler qui a plus intérêt à la conversation que moi. C'est toujours comme ça. Ce rapport-là... C'est la faiblesse qu'on a entendue, là. Mais, moi, je l'interprète exactement comme ça. Je suis d'accord avec vous. On est à un moment charnière. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un chiffre, vous le savez, qui n'a pas diminué, qui n'a pas changé depuis 3 mois. 70% des gens sont contre cette réforme. Oui. C'est un fait, c'est important. Oui. Bon. Oui, et ce qui peut se passer ce qui va se passer dans les jours prochains, c'est de savoir si les gens sont prêts à accepter les conséquences des grèves et des ennuis de toutes sortes sur la longue durée. La journée d'hier, elle était significative. Écoutez, Olivier Véran, il était ce matin sur RTL. On n'a pas encore la réponse. Oui, écoutez, hier... En 2015 aussi, il y avait les grévistes étaient minoritaires. Il y avait des grèves à la SNCF, et puis dans certains... Non, mais là, ce que je souligne, c'est que les Français... D'ailleurs, il n'y a pas de grève. Sont épargnés par la réforme. Mais l'opinion a approuvé la grève. La grande différence, là aussi. Laurent Geoffroy, la grande différence, c'est que les sont touchés aux régimes spéciaux. Là, les régimes spéciaux sont épargnés par le Olivier Véran sur RTL ce matin. Ils ont été remis en cause quand même. Olivier Véran. La porte du gouvernement, si c'est votre question, elle est plus couverte en fait. Et si les syndicats qui, depuis effectivement un certain nombre de semaines, ne l'ont pas franchi, décident d'en retrouver la voie et l'accès pour pouvoir discuter, nous, on est dans le dialogue. C'est notre rôle que de recevoir les partenaires sociaux et qu'on est non seulement prêt à le faire, mais désireux de le faire parce qu'on veut continuer de pouvoir discuter, travailler et au-delà même des retraites, être capable de continuer à bosser sur des textes importants. Bon, eux, maintenant, ce matin, ils se frisent. Monsieur. Pardonnez-moi de le dire un peu vulgairement comme ça, mais eux, ils frisent les moustaches. Ils disent notre porte est ouverte. Non, les portes de l'Élysée sont pas ouvertes. C'est bien. Oui. Les portes du gouvernement, mais il y a une petite porte du pénitencier. C'est bien le même Véran que la semaine dernière. Oui. Bon. Ah bah oui. Non, je n'étais pas sûr. Mais on sent que ce qui s'est passé pour eux était un peu inespéré hier. Ils ont l'air un peu soulagés. En effet, il faut attendre la suite. C'est pas jouer. Alors, Éric, on parlera tout à l'heure de la manif et on verra ce qui s'est passé hier. Mais effectivement, tous les jours, Monsieur Dupond-Moretti, c'est pas convenable quand même. Non. Franchement, cet incident n'est pas convenable. Alors, on va en parler parce que on en est rendu. Mais vous savez les images existent ou pas? Les images existent. Vous êtes sûr de ça? Bien évidemment, à l'Assemblée nationale, il y a une réalisation technique qui est opérée, c'est-à-dire que on filme en général la personne qui parle, on fait parfois des plans de coupe en fonction de si un interlocuteur interpelle quelqu'un dans l'hémicycle, mais les images, bien évidemment,
existe. Mais pourquoi vous dites qu'elle existe, la réalisation, si la réelle n'est pas sur lui? Non, mais c'est comme par exemple, là, l'ensemble des images, il y a plusieurs caméras qui enregistrent ce que oui, mais il n'y a pas de... Il n'y a qu'un seul plan qui est diffusé en ce moment à l'antenne. Oui, mais je pense qu'il n'y a pas de caméra divergée, ce qu'on appelle... Alors là, pardonnez-moi d'entrer dans ce qu'on appelle sur les caméras divergées, mais il n'y a pas de caméra divergée à l'Assemblée nationale. C'est un peu technique, hein, mais... C'est un peu technique. Ah bon? Vous êtes sûr que l'image existe? À l'Assemblée nationale, il y a jeune... Alors, faut la sortir. C'est ce que... Mais faut la sortir. C'est d'ailleurs ce que demande Olivier Marleix, le président... Eh ben, on veut voir. Sans image, je l'ai sauvé, parce que nous sommes une société de l'image. On veut voir. Alors, écoutons d'abord l'échange. Alors, pour vous donner le contexte, parce que en plus, le contexte était quand même extraordinaire. C'était sur l'exemplarité des élus. Exactement. Et sur l'inéligibilité des élus condamnés pour violence conjugale. Aggravée. Ça aurait été la moindre des choses, quand même, me semble-t-il. Donc là, le message hier qui a été donné à l'Assemblée nationale, c'est qu'on peut être député et taper sa femme. Vous allez me dire encore que j'exagère. Oui, vous exagérez. Bon. Eh ben, c'est quand même un peu ça. On peut être député, être condamné, faire sa peine et continuer à être député, c'est ça qu'il veut dire. Est-ce qu'il y a la double peine pour les députés? C'est un débat. Bon, non mais volontairement, je caricature. Mais c'est un peu ça quand même. En fait, l'exemplarité... Non mais, oui, mais est-ce que l'exemplarité, ça existe en fait? Non mais on peut être député. On peut être député, bien sûr, on peut être exemplaire. Et vouloir rabaisser le caquet d'Aurore Berger. Mais c'est ce qui s'est passé. Tout simplement. Il y a eu un autre bras d'honneur qui a été fait, celui des on verra à la majorité, puisqu'une partie des députés de la majorité n'ont pas voté un texte proposé par la majorité. Monsieur Marleix prend la parole et rappelle que le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, est mis en examen. Voilà la séquence que je vous propose. 11 condamnations dans la majorité, dont celle de violence envers une ex-compagne, avec refus du bureau de l'Assemblée nationale de lever l'immunité parlementaire du député concerné, et un autre condamné pour harcèlement sexuel envers une collaboratrice. 8 mises en examen, dont celle du secrétaire général de la présidence de la République, excusez du peu, et, pardon, monsieur le garde, celle du garde des Sceaux, accusés l'un et l'autre de prise illégale d'intérêt. Sur le fond, par cette proposition de loi, vous souhaitez étendre la peine complémentaire obligatoire d'inéligibilité aux violences aggravées. Pendant que notre président de groupe, là aussi, descendait de la tribune, le garde des Sceaux a fait un bras d'honneur. C'est quelque chose d'assez inqualifiable. Encore une fois, nos collègues ont été extrêmement surpris. On ne peut qu'être choqué par ce genre de pratique. Encore une fois, normalement, un ministre de la République au sein de l'enceinte du Parlement devrait avoir un devoir d'exemplarité. Manifestement, il n'en est rien. Madame la Présidente, je ne suis sans doute pas l'arbitre des élégances, mais je voudrais vous rappeler une toute petite chose. J'ai été mis en examen, je ne suis pas condamné, je conteste. Vous permettez, c'est la question. Je conteste totalement les faits qui me sont reprochés. Dans ma vie d'avocat, j'ai défendu un certain nombre des gens de votre famille. Certains d'entre eux ont été condamnés. Je pense que vous n'avez pas de leçon à me donner. Maintenant, il n'y a pas un bras d'honneur, il y en a deux, mais accompagnés de paroles à chaque fois, qui sont... Enfin, monsieur le ministre, de quoi vous parlez exactement? Vous avez fait 2 bras d'honneur, c'est ce que vous êtes en train de dire à l'Assemblée? Alors oui, je vous demande effectivement de préciser vos propos, parce que si c'est le cas, ça n'est absolument pas admissible. Alors je vous laisse finir vos propos. Vous n'avez pas à faire des bras d'honneur dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, monsieur le ministre. J'ai dit, madame... Alors finissez vos propos, qu'on comprenne ce que vous dites. J'ai dit, madame, bras d'honneur à la présomption d'innocence. Je l'ai dit 2 fois. Il l'a fait ou pas? Elle ne s'est pas dégonflée, Madame Élodie Jacquier-Laforge, qui était la présidente de l'Assemblée hier, qui est Modem. Vous vouliez dire un mot sur les images? Les images existent et elles seront données à Olivier Marleix. C'est ce que me dit la présidence de l'Assemblée nationale. Donc on va les voir? Je ne sais pas si après Olivier Marleix va les diffuser ou pas. Mais Pascal, quand on assiste à un désastre, l'important c'est de savoir le nommer. Alors, décadence, c'est un peu grandiloquent. Dégringolade, c'est peut-être un peu familier, mais moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a un dérèglement généralisé de tout. Là, ce qu'on voit, c'est inouï. Moi, j'ai plutôt de la sympathie, en plus, pour Éric Dupond-Moretti, mais là, contrairement au bras de Dupond-Moretti, les bras m'en tombent, quoi. Le garde des Sceaux, qui fait un bras d'honneur et qui dit ensuite, non, il n'y avait pas un, il y en avait 2, et c'est comme ça, maintenant, que j'entends le débat démocratique. Non, mais on assiste
à un suicide collectif, quoi. Comment vous voulez que les Français respectent la parole du gouvernement, la parole des députés qui ont offert un spectacle d'ailleurs désastreux par le passé, le poisson pourri par la tête, excusez-moi. Mais là, cette séquence, moi, j'en reste sans voix. Ce qui est curieux, c'est que Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, a moins de respect pour sa fonction et pour ce que cela implique qu'il n'en aurait eu devant un tribunal. Car jamais au cours de sa carrière, il ne s'est permis cela devant un tribunal, il aurait été sanctionné. C'est juste. Et vous avez parfaitement raison. Non, mais le problème de M. Dupond-Moretti, c'est qu'il n'a jamais compris qu'il était ministre. Voilà. C'est un soliste qui parle en son nom et il n'a pas compris que quand tu es ministre, tu passes sous les fourches codines de ta fonction. C'est ta fonction qui parle, ce n'est plus toi. Il n'a pas compris cette psychologie. Rappelez-vous comment on était tombé. Il a une espèce de suffisance qui est difficile à supporter. Et félicitations à la présidente de séance, qui n'est pas une vedette de la politique, mais qui l'a rappelé à son Rappelez-vous juste médiatiquement comment a été traité le doigt d'honneur d'Éric Zemmour pendant la campagne présidentielle, quand il était candidat. Vous avez raison, d'ailleurs, on avait dit que c'était absolument. Et vous avez parfaitement raison, c'est deux poids, deux mesures, comme toujours. Et je pense que médiatiquement. Et lui, il était dans une voiture. Face à quelqu'un, vous avez parfaitement raison. Il rendait le geste à une femme. Répondait. Mais ce qui est extraordinaire ce matin, c'est que Mme Borne n'a pas pris son téléphone, que M. Dupond-Moretti est en place. Je citais tout à l'heure l'entraîneur d'Angers. On en parlera. Je fais un parallèle avec l'entraîneur de football d'Angers, qui, alors c'est un peu compliqué peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, mais il s'appelle Abdel Bouzama. Bon, il a démissionné hier. Pourquoi a-t-il démissionné ? Parce que dimanche, dans son vestiaire, il y a un joueur qui s'appelle Iles Chetty, qui est défenseur latéral algérien de 28 ans. Et il l'avait titularisé. Or, ce joueur a reconnu avoir des attouchements sur une jeune femme lors d'une soirée en boîte de nuit. Ce joueur. Mais il l'a quand même titularisé. Et qu'a-t-il dit pour justifier d'une certaine manière ça ? Il a dit tout le monde a touché des filles, a dit cet entraîneur. On a tous touché des filles. Regardez, c'est pas méchant, on a tous déjà touché des filles. Cet entraîneur hier, il a démissionné. C'est-à-dire que ce qui se passe dans le football, où on démissionne, où la notion d'exemplarité peut exister. L'exemplarité, ça a duré longtemps pour Noël Le Graët. Il a mis du temps à démissionner quand même. Mais il a démissionné. Ce qui se passe, c'est que au plus haut niveau de l'État, quand vous dites le poisson pourri par la tête, ça ne se passe pas. On écoutera les excuses de M. Dupond-Moretti tout de suite après la pause. C'est la journée. Alors, il ne faut pas dire la journée des femmes. Hein. Non, c'est la journée des droits. Dire la journée des femmes portant un utérus. La journée des personnes ayant un utérus. Ce serait plus juste parce que le mot femme, vous savez, c'est compliqué aujourd'hui. Et encore, c'est un peu limite. C'est pas très inclusif. C'est bien. C'est bien. Vous êtes invité, par exemple, à France Inter pour parler de ce bouquin-là. J'adore je voudrais être honnête, France Inter m'avait invité pour un de mes livres sur le féminisme. Il m'a invité à chaque fois, mais il m'avait invité. Quotidien, par exemple, il vous invite Quotidien m'a invité pour mon dernier livre. Ah. Oui, il vous invite. Mais je ne suis pas mauvaise langue, je pose des questions. Ça vous surprend. Mais pas du tout. La réponse vous surprend. Oui, c'est surprenant. Oui, c'est surprenant parce que généralement la réponse est non. C'est l'exception. Non, mais c'est bien. Et ça veut dire. Génie Bassier est un poisson volant. Et Le Monde. Non, je cite tous les grands organes de presse progressistes en France. Le Monde. Le Monde, par contre, non. Ils font pas un petit papier sur Le Monde. Non, là, vous n'entrez pas dans le. Bon. Sur 3. Journal de référence. Essayez d'avoir. Et on va avoir les images avant la fin de l'émission ou pas ? Essayez, appelez Monsieur Marlex. Appelons-le. Vous n'avez pas tous les chaussettes Si j'en ai. Non ? Ah bon. Mais ce sont des chaussettes invisibles. Je vois que c'est un débat intéressant. Non, mais je vois sous le bureau. On veut voir les chaussettes et le bras d'honneur. On va voir la pause. Eugénie Bastier est avec nous ce matin, comme elle l'est chaque semaine. Sauver la différence des sexes, on en parlera tout à l'heure. C'est édité chez Gallimard, Tracts Gallimard, et c'est une très bonne collection, parce que vraiment c'est très intéressant, ces petits opuscules qui permettent de faire le point sur un sujet. Barbara Durand nous rappelle les titres. Après une mobilisation record, les débats se poursuivent au Sénat. Cette nuit, il était question de l'article phare de la réforme, l'article 7, qui vise à reculer l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Face au nombre d'amendements et aux débats qui s'éternisent, la majorité sénatoriale de droite a donné un coup d'accélérateur. Ils ont adopté cette nuit un amendement de réécriture de cet article qui a fait passer la majorité des amendements de gauche
à la trappe. Les blocages contre la réforme des retraites se poursuivent aujourd'hui. Opération Port Mort à Marseille. Les dockers et les agents du port bloquent tous les accès depuis 5 heures. Conséquence, aucun poids lourd ne peut entrer dans la zone. Les seules personnes autorisées à circuler sont les agents de sécurité. Et puis, si vous avez déjà vos dates de congé pour les vacances d'été, n'attendez plus. Depuis 6 heures ce matin, les billets TGV Inouï, Intercité et Ouigo pour juillet et août 2023 sont disponibles. L'ouverture des ventes concerne les trains circulant du 8 juillet au 3 septembre, voire jusqu'au 9 décembre 2023 pour les Ouigo. C'est un gag parce que de toute façon il y aura la grève généralement. Vous pouvez acheter vos billets mais bon, en période de vacances il y a souvent une grève. Ça peut arriver. Non mais ça veut dire que la SNCF prévoit que le blocage ne durera pas jusque-là. Donc, ici. Bon, on termine sur l'affaire Dupond-Moretti. Reprenons le fil. On a entendu les échanges et puis Monsieur Marlex reprend la parole et Monsieur Dupond-Moretti va lui répondre une première fois sans s'excuser. Je ne sais pas si ça fait partie du bon exemple que vous essayez de donner, mais je pense que faire un bras d'honneur pour un membre du gouvernement, deux selon votre aveu, de la part d'un membre du gouvernement à un membre de la représentation nationale me paraît extrêmement peu exemplaire. Je pense que votre attitude, monsieur le garde des Sceaux, je comprends que vous avez pu fréquenter beaucoup de voyous dans votre carrière professionnelle. Et je comprends que ça ait pu à un moment déteindre un peu sur votre comportement, mais c'est plus qu'inapproprié et ça exige des excuses, non pas pour moi, mais à l'égard de la représentation nationale. J'ai réagi avec beaucoup de vivacité. Je tiens à dire qu'il y avait autour des gestes qui me sont reprochés des paroles qui tendaient non pas à viser le président Marlex, mais à viser le mépris, c'est comme ça que je l'ai conçu, qu'il avait pour le respect de ma présomption d'innocence. Mais je concède, Madame la Présidente, que ce geste n'était pas un geste adéquat. Je vous le dis en vous regardant, que ce bras d'honneur n'est pas adressé au député Marlex. Non mais entendez-moi une seconde. Entendez-moi, monsieur Marlex, une seconde. Si vous l'avez pris pour vous, je regrette ce geste. Mais lorsque j'ai fait ce geste, ce double geste, on m'a dit un, j'ai dit deux, parce que c'est deux, j'ai dit c'est un bras d'honneur à la présomption d'innocence. Il est fourbe. Voilà, c'est un fourbe. C'est une plaidoirie, il est fourbe, il ment. Voilà. Non, mais des personnes n'est dupe d'ailleurs. La supplication, entendez-moi, voilà. Mais c'est inaudible. Ce qui est inquiétant, c'est qu'on a eu la bordélisation, la zadisation de l'Assemblée nationale. Maintenant, on a la bordélisation du Sénat. Je ne sais pas où ça va s'arrêter. C'est-à-dire que maintenant, les ministres, on va s'échanger des oiseaux. C'était à l'Assemblée nationale. Alors, dernier passage, il s'est excusé parce qu'il y a eu intervention de Mathilde Panot. Vous vous rendez compte, il y a eu intervention de Boris Vallaud aussi. Borne en coulisses et de Yaël Braun-Pivet, parce que la présidente de l'Assemblée nationale, qui n'était pas présente dans l'hémicycle, on lui a rapporté l'information. Elle a appelé la Première ministre et après avoir appelé la Première ministre, elle est allée voir Éric Dupond-Moretti et elle lui a dit maintenant tu t'excuses. Tu présentes des excuses à Olivier Marlex et tu présentes des excuses à l'ensemble de la représentation nationale. Mais comme des enfants, vraiment, ces gens sont des enfants. Quelle indignité pour reprendre quelle indignité. Franchement, mais ce qui est intéressant, c'est l'infériorité apparente d'un type poli et qui s'exprime avec calme par rapport à une grande gueule. Et puis ça s'est retourné au bout du compte contre la grande gueule. Alors écoute, c'est le dernier passage. C'est pas un foudre de guerre, Marlex. Pourquoi vous dites ça? C'est pas gentil. Parce que c'est un type poli. Ah bah, il peut être un foudre de guerre. C'est bizarre. C'est bien parce qu'à chaque fois, il me fait penser à Alain Juppé, donc on a l'impression qu'on est comment? Giscard. Ah, vous faites penser à Giscard? Oui. C'est un bon mélange des deux. Ouais, c'est un bon mélange. Alors, mélange de Giscard et de Juppé. C'est pas une grosse brute. Non, ça ne. Bon. Merci. Bon, alors les excuses de Monsieur Dupond-Moretti, comme un enfant, donc la maîtresse a appelé et lui a dit tu t'excuses, autrement ça va. Ministre garde des Sceaux, vous imaginez Robert Badinter ou Alain Perfit qui a été garde des Sceaux faisant un bras d'honneur, mon Dieu. Christiane Taubira, on l'aurait bien vu.
Monsieur le Président Marlex, je suis, je le dis à toute la représentation nationale, profondément affecté par ce moment que je suis amené à vivre. Je redis ici, avec beaucoup de force, que je n'ai pas voulu viser le président Marlex. Mais si mon geste a été mal interprété, je lui présente mes excuses ainsi qu'à toute la représentation nationale. Je vous remercie. En fait, tout est faux. C'est ça qui est terrible. C'est-à-dire qu'il dit, je suis affecté, il l'est pas. Tout est faux. Ça encore. Tout est faux. Il doit l'être un peu quand même. Par contre, ça Mais coupe, pas pour les raisons pour lesquelles il s'excuse, en tout cas. Non, mais là, là où ça va être intéressant politiquement, c'est que depuis le début de cette séquence politique sur les retraites, En Marche ne cesse de reprocher à la France Insoumise de mal se tenir, d'être débraillée dans l'Assemblée, d'utiliser un vocabulaire déplacé, d'être dans la surenchère, l'exagération. Et là, effectivement, quand le ministre de la Justice se comporte comme ça va enlever énormément d'arguments à la majorité pour incarner ce parti de l'ordre. Alors, qu'a dit M. Véran Sur le fond aussi, parce que c'est l'origine, c'est quand même ça. Il se scandalise du fait qu'on lui reproche une mise en examen. Mais c'est le président Macron, me semble-t-il, qui avait dit lui-même qu'un ministre mis en examen devait démissionner. Il ne peut pas se gendarmer du fait qu'on le lui reproche. Puisque c'est le président lui-même qui avait placé ce critère comme un critère de jugement de la présence ou non d'un ministre au gouvernement. Mais comme vous avez Emmanuel Macron qui, sur tous les sujets, a dit tout et son contraire... Alors là, vous exagérez toujours. Si, je n'exagère pas sur les retraites. Vous pouvez prendre sur chaque sujet, il a dit un truc, il a dit un truc et il a dit autre chose. Et il dit généralement à celui... sur beaucoup, sur le nucléaire, sur l'Europe. Sur un sujet important. Faites attention, faites ce que vous voulez, mais je trouve ça dangereux de systématiquement, dès que c'est un homme politique, il n'a jamais aucune excuse, et il est toujours coupable, c'est horreur, c'est la décadence. Faites gaffe parce que les gens vont finir par se dire, mais ce système démocratique, ça marche pas, il en faut un autre. Mais c'est ce qu'ils se disent, ils vous ont pas attendu pour ce matin. Dans cette direction. Je les encourage, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le système, ils verront ce que c'est. Vous rappeliez ce qu'avait dit Macron, mais avant Macron, c'était ce qu'on avait appelé la jurisprudence Balladur. C'est-à-dire qu'un ministre mis en examen doit démissionner, même s'il est innocent, et cette jurisprudence, Macron l'a fait tomber en désuétude. Oui, mais Monsieur Véran, écoutons ce qu'il a dit ce matin, Monsieur Véran. Moi, j'aime bien Monsieur Véran. On va l'inviter d'ailleurs, mais il vient pas. Éric Dupond-Moretti, vous le connaissez, c'est un homme entier, c'est un homme d'honneur qui se bat pour le droit des victimes et qui reconnaît la liberté de pouvoir se défendre, et notamment la présomption d'innocence. Il explique, j'ai pas de raison de ne pas le croire, il explique qu'il y avait des témoins autour de lui, qui a fait ce geste qu'il ne faut pas faire. On est d'accord, il ne faut pas faire qui plus est à l'Assemblée nationale, qui plus est quand on est ministre. Il l'a reconnu, il s'en est excusé, mais il ne l'a pas fait à destination d'un parlementaire, il l'a fait à destination d'un principe qui est celui qui reviendrait à ne pas respecter la présomption d'innocence et à mélanger culpabilité et présomption de culpabilité. Bien sûr, c'est bien connu, on fait des bras d'honneur de manière abstraite. C'était pas... Moi, je vais faire un bras d'honneur aussi ce matin, je ne sais pas. Là, ça devient comique. Mais c'est des comiques, oui. C'est tout à fait inédit. C'est des comiques, je veux bien... C'est tout à fait inédit, cette confusion entre homme d'honneur et bras d'honneur. Oui. Non mais écoutez, moi je veux bien, vous souriez vous-même, je veux bien qu'on n'accuse pas les hommes politiques. Ce que dit M. Véran, c'est juste n'importe quoi. On accuse les hommes politiques quand ils sont en faute. Mais là, ce qu'il dit, c'est n'importe quoi. D'abord, ce qui est extraordinaire... Véran est n'importe quoi. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il parle de Dupond-Moretti d'abord comme un avocat. Oui. Il dit il est là pour défendre les victimes, bon, il n'est pas là que pour ça. Oui. Il y a un peu le côté américain, les Américains ils vous disent vous êtes un connard, mais nothing personal. Il n'y en a pas de personnel. Ça n'a rien de personnel. Je vous ai fait un bras d'honneur, ne le prenez pas pour vous, parce que c'est les mafieux américains qui disent ça, c'est pas les Américains. Non, mais c'est dans la culture américaine. Alors, sur le fond, pourquoi il y a eu cet échange? Parce que cette séquence d'inéligibilité hier, on aurait pu quand même imaginer, je ne sais pas ce que vous en pensez, qu'un député condamné pour violence conjugale soit inéligible. Ça peut s'entendre quand même. D'autant plus que ça existe déjà dans le code pénal. D'autant que c'est, d'autant que c'est un des combats du gouvernement. C'est pas du tout. C'est même la priorité du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Bien sûr. Second quinquennat d'Emmanuel Donc là encore, vous allez m'accuser de populiste, mais on ne peut pas envoyer des signes contraires. On ne peut pas dire on fait ça et qu'ont fait les députés de la propre majorité d'Emmanuel Macron hier, Florian? Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est-à-dire que les députés, la majorité se compose de trois groupes. Il y a les députés Renaissance, le parti du président de la République, et les alliés.
Horizon et Modem, donc c'est-à-dire François Bayrou et Édouard Philippe. Que s'est-il passé hier ? Les alliés de Renaissance n'ont pas voté ce texte, ils ont voté majoritairement contre ou se sont abstenus. Pourquoi ? C'est notamment Édouard Philippe qui a fait, entre guillemets, je le disais tout à l'heure, un doigt d'honneur au camp présidentiel, parce que la semaine dernière, les députés Renaissance n'ont pas voté un texte qui était proposé. Politique, ça, hein. C'est entre guillemets une forme de vengeance. Vous ne nous avez pas soutenus la semaine dernière, eh bien cette fois-ci, on ne vous. Alors vous allez encore me dire que je fais du populisme en disant que c'est minable. Mais oui, mais moi parce qu'en fait ces gens. En fait pour les femmes. Du populisme, vous dites que c'est un mot que j'ai pas employé, mais vous dites ça, c'est de dire que qu'ils sont tous comme ça. Ou que ils sont pas tous comme ça. Moi, je pense que c'est aux tribunaux de juger si quelqu'un doit être inéligible ou pas. Si il y a peine, elle doit être prononcée par les tribunaux, pas par l'Assemblée nationale, automatiquement, s'il y a une condamnation. Mais là, ça aurait été mis dans la loi. C'était ça. C'était mis dans la loi. C'est les tribunaux qui l'auraient fait. C'est le signal qui est envoyé. Mais c'est les tribunaux qui auraient pris la décision. C'est les tribunaux qui doivent prononcer la peine. D'accord, mais il ne faut pas que ce soit une peine automatique. Non, c'est s'il y a eu une peine, il y a après une inéligibilité pour la personne. Alors écoutez, mais ça pose le problème des peines automatiques qui revient par l'avant. Bon, écoutez Aurore Berger, parce qu'elle était émouvante hier, parce qu'elle-même, alors on l'a accusée en plus d'instrumentaliser ça. Vous allez voir la réaction des députés de la NUPS, femmes, qui se comportent avec Madame Berger, mais c'est ce qu'on voit à l'Assemblée, mais c'est absolument incroyable. Vous allez les voir hurler, crier contre Madame Berger qui est en larmes. Chers collègues, ça suffit, s'il vous plaît. Je vais essayer de conclure. Et en vérité, vous m'obligez à conclure de cette manière-là. Et ce que vous faites, c'est indigne. Vous ne savez pas. Je n'accepte pas. Et je n'ai pas accepté. Je n'ai pas accepté. Aucune femme dans cet hémicycle n'a accepté les procès en opportunisme politique sur la question des violences. Aucune femme. Aucune femme. Entendre des interpellations à l'extrême gauche comme à l'extrême droite sur la mise en doute de la sincérité du combat que nous devrions tous porter sur la question. Non, Madame Obono, je ne l'instrumentalise pas. Je ne l'instrumentalise pas. Personne ne sait ici l'intimité de ce que nous pouvons vivre, de ce que nous avons vécu. Mais oui, je sais exactement de quoi je parle quand je parle des violences conjugales. Oui, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Et peut-être que beaucoup ici savent de quoi elles parlent. Et qu'elles n'en ont pas forcément fait l'étalage avant ou qu'elles n'avaient pas forcément envie de le dire. Mais entendre intervention après intervention, remettre en cause la sincérité qui est la mienne sur ce combat, comme vous l'avez fait, je ne peux pas continuer à le laisser passer. Je n'entendrai pas une minute de plus que je ne suis pas sincère dans ce combat. Ce qui est étonnant, Eugénie Bastier, c'est que Madame Berger est attaquée plus durement par des femmes sur ce sujet. Comment vous l'interprétez ? Parce que l'extrême gauche, la France insoumise, n'a aucun respect pour l'adversaire. Tout est permis contre l'adversaire. Imaginez que ce soit l'inverse, que ce soit Madame Obono, Madame Panot, qui interviennent sur les violences conjugales et que l'Assemblée, les macronistes se mettent à la siffler, ils ne le feraient pas. Parce qu'ils ont une certaine retenue et ils se feraient accuser immédiatement d'être sexistes. Regardez, il n'y a pas un jour qui se passe sans que les députés femmes de la France insoumise se plaignent du sexisme de l'Assemblée. Et je trouve ça absolument indigne. Et Dieu sait que je ne suis pas une grande amie de Madame Aurore Berger, mais je trouve qu'effectivement, ce passage est assez touchant. Elle a l'air sincère. Et faire un procès en instrumentalisation, en insincérité, surtout de la part de la France insoumise qui exploite le moindre fait divers jusqu'à la nausée sans vergogne, c'est absolument inadmissible. Ce qui est singulier dans cette affaire, c'est de voir venir des rangs de la France insoumise et de la NUPES accessoirement la dénégation, le refus de voter cette proposition d'inéligibilité. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous l'auriez voté, par exemple ? Moi, non. Non, pas automatique. Il protège Quatennens, c'est tout. Bien évidemment. Pas automatique, et je vous l'ai déjà dit ici même. C'est parce que chaque affaire est une affaire individuelle.
il faut voir ce que sont les conflits à l'intérieur d'un ménage. C'est en effet le rôle de la justice, avant de dire... Mais si la peine d'inéligibilité est prononcée par la justice, au cas par cas, justement, si c'est un instrument... Je voulais vous montrer... Pour punir un élu, pourquoi pas? Regardez la séquence de 10 secondes hier. Regardez la séquence, je vous donne la parole tout de suite après. Regardez la séquence de 10 secondes que ça a été rejeté hier. Regardez cette séquence. Donc votant 267, exprimé 242, majorité 122 pour, 60 contre, 182. L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Ça veut dire que les insoumis n'ont pas voté cette fois. Non, mais juste une chose, c'est que ils n'ont pas voté. Un des slogans. Ça donne des leçons aussi. Un des slogans de la France insoumise, de la NUPES, c'est « On vous croit ». Et au moment même où Aurore Berger, tout indique qu'elle fait part d'une expérience personnelle, douloureuse, il continue à contester, à la huer. C'est-à-dire, on vous croit si vous êtes de notre camp. C'est ça, en fait, la phrase complète. Oui, franchement, c'est une séquence totalement... Mais ce qui est intéressant, ce qu'il faut ajouter, c'est que... Le résultat du vote... Le résultat, je crois la que France nous avons insoumise un résultat qui ne correspond pas tout à fait au projet de loi qui était présenté, puisque le résultat exact, c'était majorité absolue à 127 et l'adoption, donc 113 pour et contre 140. Là, c'était l'Assemblée nationale. Ce qu'on a vu n'était pas bon, alors. Non. C'était la séquence de l'Assemblée nationale, c'est pas nous. C'était pas le vote du rejet du texte. Non, ce que je voudrais ajouter, c'est que la France insoumise est profondément divisée sur la question. C'est-à-dire que les amis de Mélenchon, les proches de Mélenchon, soutiennent Quatennens et disent comme Mélenchon, ça y est, il a payé, maintenant on passe à autre chose, et donc on le réintègre dans toutes ses fonctions, toute sa dignité, etc. Bon, c'est une position d'ailleurs pour laquelle on pourrait argumenter. Et l'autre partie qui est plus raide en matière de droits des femmes, de féminisme, etc., dit non, on ne peut pas l'absoudre de cette manière-là. Il doit payer encore. Donc ils sont très divisés là-dessus. Je voudrais qu'on voit juste un sujet de Michael Chailloux aujourd'hui, parce que c'est une journée particulière, bien sûr, et le calvaire d'une femme battue. Elle était enseignante au lycée, le père de son fils, ingénieur. Un milieu social favorisé qui, pendant 11 ans, n'a pas protégé cette femme des coups donnés par son conjoint. Tout a commencé 2 semaines après leur rencontre. J'ai envie de parler un peu familièrement, mais un coup de boule, en fait, il s'est retourné, on était en extérieur. J'ai dû dire quelque chose qui lui a pas plu. Et il m'a donné un coup au front. Et puis, en fait, les coups se sont répétés. Au départ, je comprenais pas pourquoi, en fait, et je les ai acceptés, je les ai subis et acceptés dans notre vie au quotidien. Elle cache les traces sur son corps pour aller travailler, ne laisse rien paraître à l'extérieur, une emprise dont elle a sa propre définition. C'est comme un labyrinthe, et même quand on a un soupçon de volonté, en tout cas un soupçon de prise de conscience que c'est pas normal ce que l'on vit, et on a du mal à trouver une issue de secours. Moi, ce que je disais souvent, je me sentais enchaînée. Pour protéger son fils, elle annonce sa volonté de partir en 2019. Il ne supportera pas et commettra un geste fatal. Pour se reconstruire, elle a ouvert une petite brocante et a écrit un premier livre qui raconte son histoire à destination de toutes les femmes battues. Mon premier message que je peux dire à des femmes qui ont subi comme moi ou qui subissent comme moi des violences conjugales, c'est parler. Parler, pour moi, c'est le début de la libération. Un second livre sortira dans les prochains jours, un recueil de témoignages de citoyens engagés dans la lutte contre les violences faites aux femmes. On est toujours sidéré de ces témoignages parce qu'on a le sentiment d'entendre les mêmes témoignages. C'est ça qui me frappe, moi, le plus. Quel que soit le milieu, des gens qui acceptent un entourage qui ne voit pas, des gens qui mettent des années avant d'en sortir des femmes. Voilà, c'est une emprise. Alors, il y a des raisons psychologiques, de parcours personnel, etc. Je sais que moi, je suis critique sur le néo-féminisme et sur ses dérives et sur l'espèce de combat. Souvent, je trouve que le néo-féminisme s'enferme dans des combats symboliques du type l'écriture inclusive, etc. Là, il y a un vrai combat à mener. Je pense que les violences conjugales, c'est quelque chose de très concret pour les femmes. Et là, il faut mettre le paquet, notamment sur la justice, mais aussi sur la réponse pénale. C'est-à-dire, moi, j'entends beaucoup de féministes, justement à la gauche radicale, qui disent la prison, c'est pas bien, il faut pas construire de prison, etc. Ben oui, mais où est-ce qu'on va mettre les maris qui battent leurs femmes et qui récidivent, etc. Oui, il faut une réponse pénale, une réponse pénale sévère, un accompagnement judiciaire. Et c'est là qu'il faut mettre le paquet plutôt que dans des campagnes
des campagnes symboliques. Mais est-ce que vous-même, dans votre vie personnelle, vous avez eu des témoignages de femmes qui sont venues vers vous et que vous avez pu être surpris de ce que vous entendiez ou de comportements que vous n'imaginiez pas ? Moi, personnellement, je n'en connais pas. Alors peut-être que j'appartiens à une génération où il y a eu des progrès, mais je pense qu'il en existe quand même encore. Et je pense qu'il y a quelque chose, effectivement, j'en parle d'ailleurs dans mon tract sur Sauver la différence des sexes, il y a une asymétrie dans la différence sexuelle qui fait qu'il y a une violence masculine qu'on ne peut pas nier et qui n'a pas d'équivalent chez les femmes. Il y a une violence masculine, une agressivité qu'il faut... Tout le rôle de la civilisation, c'est de polisser cette violence, c'est de l'éduquer, c'est de la mettre à distance, justement. Et c'est là ce que je reproche aux féministes, c'est qu'elles pensent que c'est la société qui rend violent et que l'homme, finalement, serait naturellement bon. Moi, je pense que c'est l'inverse, c'est qu'il y a une pulsion masculine vers la violence, notamment parce qu'il y a une force physique plus forte que les femmes, et que tout le travail de la société, c'est de polisser, d'éduquer, de réprimer cette violence, et c'est tout le travail de la civilisation. Et je pense, c'est pour ça que moi, je suis personnellement très favorable à ce qu'on réprime sévèrement le viol, les violences conjugales, et c'est sur ça qu'il faut mettre le paquet plutôt que sur des délires intersectionnels. Sauver la différence des sexes, c'est votre bouquin, et vous dites la différence des sexes, une explication biologique. Aux États-Unis, en Angleterre et même dans notre pays, des hommes et des femmes sont chassés des universités, voient leurs conférences annulées, parfois même c'est arrivé leurs livres brûlés, parce qu'ils osent affirmer qu'il n'existait que deux sexes et qu'on ne pouvait pas passer de l'un à l'autre comme on changerait de chemise. Oui, c'est vrai. Et il y a l'exemple évidemment de J.K. Rowling, l'auteur de Harry Potter, qui aujourd'hui subit une campagne de transactivistes extrêmement violents, des gens qui brûlent en public ses livres, qui la harcèlent sur les réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce qu'elle a rappelé une fois qu'il existait effectivement deux sexes, les hommes et les femmes, et que c'était pas des constructions sociales absolues. Et je pense qu'il faut prendre ça au sérieux. La gauche vous dira mais non, c'est des paniques morales, vous vous excitez pour rien. Non, c'est sérieux. Moi, quand j'ai publié ce tract là chez Gallimard, il y a un certain nombre de maisons d'édition, d'activistes d'extrême gauche qui ont interpellé Gallimard en disant comment vous osez publier ça. Gallimard ose publier ça. Je pense que la liberté d'expression est menacée sur ce sujet, ce qui paraît invraisemblable, parce que dire il y a des hommes et des femmes, ça ne devrait même pas être l'objet d'une contestation. C'est un fait. L'évidence est devenue un courage. C'est ça. Non, mais c'est un vrai problème, parce qu'on en revient toujours à la même chose, les minorités actives. Je peux préciser une chose ? Oui. La question des transsexuels est une vraie question. On peut changer de sexe, on a le droit de changer de sexe. Non, on ne peut pas. S'il y a des gens... On ne peut pas. Physiquement, ça n'est pas possible. Mais même physiquement, on peut. Bon, ça... Alors, on marque la pause et on revient. C'est important parce que c'est la pause. C'est ça l'origine des choses. On peut pas. Vos chromosomes sont. On peut pas changer de sexe. Vous ne pouvez pas changer de sexe. Il y a des gens qui préfèrent être hommes que être femme. Mais ça, c'est autre chose. Donc on peut changer. Alors, scientifiquement, vous ne pouvez pas changer de sexe. Toutes nos cellules sont marquées par la différence de sexe. Vous ne pouvez pas. Je propose on peut changer de genre alors. Alors la pause, et c'est passionnant. Changer de genre. Oui, mais c'est pas. Voilà. En tout cas, vous habillez en femme. La nature ne vous assigne pas forcément un rôle. La pause. À tout de suite. On peut en discuter. Nous avions une discussion passionnante juste avant la pause pour savoir si on pouvait changer de sexe. Dites pas ça aux gens, ils vont penser que c'est plus intéressant quand il n'y a pas le. Mais je viens de dire avant la pause. Je vous ai pas dit. Ce que vous avez dit là n'avait aucun intérêt durant la pause. Mais non, c'était. Je salue d'ailleurs Monsieur. J'ai un mauvais esprit, c'est vrai. Je salue Monsieur Mouly qui entre sur ce plateau. L'autre jour, il est venu, mais nos pauses, tout peut changer. Je vous avais demandé de revenir aujourd'hui parce que ce sujet est absolument passionnant. Une différence. Exactement. Et je peux. Bonjour. Bonjour Pascal. Mais je vous dis bonjour et vous parlerez tout à l'heure parce que là Barbara Durand doit parler. Mais je présente votre livre. Non, Monsieur Mouly, soyez gentil, soyez discipliné, pas vous. Barbara Durand. En réponse à l'intersyndicale d'être reçu en urgence par Emmanuel Macron, Olivier Véran répond ce matin « La porte du gouvernement est plus qu'ouverte. Nous, on est dans le dialogue », a affirmé le ministre. Le chef de l'État avait reçu à déjeuner en juin après sa réélection les représentants des principaux syndicats, à l'exception du secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, qui avait décliné l'invitation. La ville ukrainienne de Bakhmout est-elle tombée aux mains des Russes ? Ce mercredi, le chef du groupe paramilitaire russe Wagner a affirmé que ses troupes avaient pris toute la partie orientale de la ville. Ces derniers jours, la pression s'est considérablement accrue sur les forces ukrainiennes défendant Bakhmout. Dans une interview à CNN, Volodymyr Zelensky a assuré que ses troupes étaient résolues à tenir la ville. Et puis nous sommes le 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Des manifestations vont avoir lieu un peu partout dans le monde.
talibans au pouvoir en Afghanistan, répression massive de la contestation provoquée en Iran, remise en cause du droit à l'avortement aux États-Unis. Les motifs de mobilisation sont nombreux. Donc M. Mouly était venu, on avait fait une émission passionnante et ce sujet vraiment intéresse fortement nos téléspectateurs. Et pourquoi je vous ai demandé de venir aujourd'hui, Journée des femmes ? C'est parce que si la ménopause était un sujet, ou en tout cas si les hommes étaient concernés par la ménopause, je pense qu'il y a bien longtemps qu'on aurait un traitement. Vous avez tout à fait... Bonjour Pascal. Oui. Bonjour. Et c'est ça aussi qui est intéressant dans ce sujet. Comme l'avait signalé votre chroniqueur qui était monsieur Georges Fenech la dernière fois, l'andropause et la ménopause, ce sont deux périodes de la vie de la femme et de l'homme. Nous, on a la chance que ça arrive. Un homme sur deux est androposé à 50 ans, à 70 ans, je veux dire, et 100% des femmes sont ménopausées à 51 ans, vous imaginez. Et il ne faut pas dire que la ménopause s'arrête, elle va jusqu'au dernier souffle. Ouais. Et c'est pour ça que c'est aussi ce sujet. Mais avant donc la pause, on avait juste un sujet qui nous intéressait, parce je rappelle votre livre, Sauver la différence des sexes, et vous disiez on ne peut pas changer de sexe. Et Laurent Geoffrin disait si on peut changer de sexe. Pas changer de sexe, on peut changer de genre. On peut changer de genre. Mais moi je trouve que cette distinction entre genre et sexe est assez spécieuse parce que effectivement qu'est-ce que ça veut dire changer de genre ? Effectivement s'identifier à être une femme et s'identifier à être un homme, très bien. Mais je pense que homme et femme ne sont pas des mots. Ne sont pas juste des mots, genre on ne peut pas dire je me sens homme, je me sens femme. Ce sont des caractéristiques biologiques. Ils le disent, les gens, ils sont sincères. Ils peuvent changer de façon extérieure, performative, mais profondément. Non, attendez. Vous dites mais vous ne pouvez pas dire je me sens homme, je me sens femme. Ce n'est pas juste un ressenti. Mais vous parlez à la place des gens, c'est facile. Hein. Oui, mais vous dites que vous vous sentez un homme, mais c'est superficiel. Mais peut-être que c'est pas superficiel du tout. Je ne parle pas de la dysphorie de genre qui est quelque chose vous disiez ça peut les blesser, c'est blessant de dire ça. Vous êtes un bidon finalement. Vous dites que vous êtes un homme, c'est bidon quoi. Je pense qu'il y a une minorité. Bah oui, vraiment Laurent. Dysphorie de genre existe. Évidemment. Je pense qu'il y a une part extrêmement minoritaire de la population, la dysphorie de genre qui existe, des gens qui effectivement ne se sentent pas dans le bon corps, ça existe, mais c'est extrêmement minoritaire. Mais je parle d'un discours dans le débat public qu'on appelle vulgairement théorie du genre, qui dit que la différence des sexes serait une pure construction sociale et qui fait croire qu'on pourrait en changer aisément et qu'on pourrait choisir à la carte son Il y a un autre aspect du débat, c'est contre ça que je m'érige. Dominique Jamais. Non, mais on banalise cette question. J'essaie simplement de dire depuis un moment qu'on a nié pendant longtemps et même persécuté une question qui concerne une minorité, une question qui est à la fois physique, biologique, sociale, individuelle, etc. Et à l'heure actuelle, on a tendance à donner beaucoup trop d'importance à quelque chose qui concerne... Mais mon sujet n'est pas la question de... À quelque chose qui concerne une infime minorité. Mais Dominique Jamais vient d'exprimer une parole... Il vient d'exprimer une parole de bon sens. Merci. Il a raison. Les minorités actives qui ont pris le pouvoir dans plein de domaines, c'est vrai que ces sujets-là prennent une importance folle dans la société, alors que ça concerne quasiment personne. Mais je manque à tous mes devoirs parce que je n'ai même pas salué Noémie Schulz. Bonjour chère Noémie et merci d'être avec nous. On parlera de Pierre Palmade tout à l'heure. Je tiens à dire que mon tract n'est pas sur la question des trans, c'est sur la question de la différence des sexes de la société. Justement. Je pense que globalement, on déconstruit la différence sexuelle et qu'elle existera toujours, mais elle va ressurgir de façon... Exemple de la Suède, pays précurseur dans l'égalité des genres. Vous écrivez, le pays promeut officiellement l'égalité des genres et où les catalogues des magasins sont dégenrés. Les enfants ont exactement les mêmes préférences que dans les autres pays. Les garçons ont plus d'outils de véhicules, les filles plus d'articles ménagers, d'objets pour prendre soin des autres et de vêtements. Oui, je prends l'exemple des jouets genrés parce que ça me semble assez caractéristique de cette, à mon avis, erreur idéologique du néo-féminisme qui dit il faut dégenrer les jouets et comme ça les rôles sociaux seront moins stéréotypés. Oui. Comme si finalement c'était une construction sociale qu'on inculquait aux petits garçons d'aller vers les petites voitures et vers les filles vers les petites poupées. Or c'est l'inverse. C'est un caractère spontané. Toutes les études le montrent, scientifiques. Et d'ailleurs en Suède c'est très frappant. Ils ont dégenré les catalogues. Ils ont imposé finalement ça ne change rien. C'est-à-dire que dans les chambres d'enfants en Suède, les petits garçons se tournent autant. C'est son livre. Et je veux dire deuxième paradoxe. Comment ? Je peux mettre des objections. Deuxième paradoxe en Suède. Plus la société est dégenrée, plus les hommes et les femmes se tournent vers des carrières différentes. C'est ce qu'on appelle le paradoxe des pays du Nord. C'est-à-dire que vous avez par exemple dans les pays du Nord où la société est la plus égalitaire au monde, eh bien les carrières sont très différenciées. Les femmes se tournent plus vers les métiers du soin et les hommes plus vers les métiers des objets, ingénieurs, etc. C'est-à-dire que quand ils ont le choix, ils font des choix très très différents. Alors que dans les pays, par exemple, en voie de développement, les femmes vont devenir ingénieurs, mathématiciennes, parce que ça va leur permettre de progresser plus facilement et dans la santé. Le déclin des hommes. C'est contexte social.
Quel modèle s'offre aux jeunes garçons aujourd'hui? Et quand il y a l'égalité, il y a une différence. Quel modèle s'offre aux jeunes garçons d'aujourd'hui? Les films Walt Disney ne leur présentent plus désormais que des figures féminines de guerrières ou de princesses refusant le prince charmant. Ils sont en retard à l'école, 1 an de moyenne dans les pays de l'OCDE, sont devenus minoritaires à l'universitaire, majoritaires chez les chômeurs, déclassés sur le marché du travail, addicts à la pornographie. Sympa les hommes d'aujourd'hui. Non mais c'est pour ça que mon tract, je ne m'intéresse pas qu'à la question des trans, c'est vraiment minoritaire. Je m'intéresse à la question de la différence des sexes et je pense qu'aujourd'hui, la déconstruction systématique des repères de la différence sexuelle pèse notamment sur la masculinité. Aujourd'hui, vous avez un malaise masculin de plus en plus diffus, mais de plus en plus prégnant dans la société. Et les petits garçons n'ont plus de modèle d'appartenance parce que, regardez, rentrez dans une librairie à Paris, par exemple. Vous avez des rayons entiers sur les princesses guerrières, etc., pour les petites filles. Plein de livres qui s'adressent uniquement aux petites filles pour leur présenter des rêves, une ambition phénoménale. Vous n'avez rien pour les petits garçons. On leur offre que la déconstruction. Noémie, qui a des petites filles, ou des jeunes filles, vous validez ce qui se dit, la mère que vous êtes, est-ce que vos enfants ont des livres de princesses guerrières? Non, mais je sais très bien. Il y a des livres, les histoires de figures féminines qui mettent en avant des figures féminines qui ont réussi dans la vie, dans tout un tas de métiers différents. C'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Mais il y en a moins pour les petits garçons. Mais vous en êtes l'expression toutes les deux. C'est-à-dire qu'en 1970, dans la rédaction d'Europe 1, je crois, il y a 2 femmes. Il y a Catherine Ney et Anne Sinclair. 2 femmes. C'est pas vieux quand même, il y a 50 ans. Comment ? Et Michel Cotta. Et aujourd'hui, dans les rédactions... Mais justement, le monde a changé, c'est ce que je dis. Oui. Le monde a changé. Aujourd'hui, c'est même l'inverse qui est en train de se produire. C'est tout ce que je dis. C'est les femmes sont majoritaires dans la rédaction. Les femmes sont à la tête des hebdomadaires, par exemple, en France, vous n'avez quasiment que des femmes. Mais les femmes qui... ça change. Alors, on pose la responsabilité. Il y a beaucoup de femmes journalistes, mais je pense que c'est... Dans les hebdos, par exemple, toutes les directrices des grands hebdos, Le Point, Marianne, L'Express... Enfin, vous n'avez que des politique, qui les fait... grandes intervieweuses à la télévision sont toutes des femmes. Qui fait les interviews politiques le matin sur les chaînes de radio et télévision? Sonia Mabrouk sur Europe, Léa Salamé sur France Inter, Amandine Bégaud sur RTL, Laurence Ferrari sur CNews. En fait, c'est que des femmes, dans ce rôle qui était un des plus importants, l'interview politique de la matinale. Et Apolline de Malherbe, que j'ai oublié, chez nos amis de BFM. C'est mal, donc, mais simplement arrêtons de faire comme si l'horloge s'était arrêtée dans les années 80. Et le monde a changé. Et c'est bien ça, c'est plutôt bien. Mais ce problème, c'est que le discours n'a pas changé. On a l'impression qu'on nous dit qu'on est encore en patriarcat. C'est faux. Nous ne sommes plus en patriarcat. Qu'il y ait des excès. On n'est plus au patriarcat, dit-elle. On n'est plus dans un patriarcat, ça c'est certain. Je dis que... Qu'il y ait des excès. Est-ce qu'on peut dire un mot? Mais je vous pose une question, ne pleurez pas. Mais non, mais je voulais dire quelque chose, vous m'envoyez sur une autre question. Mais je vous envoie, c'est dire une chose, je vais la dire. Pendant des millénaires, de la chance. Pendant des millénaires, les gens un peu comme vous, on dit, les gens un peu comme vous, je suis modéré, les gens un peu comme vous, on dit, la nature, c'est clair, les femmes font des enfants, donc elles s'occupent du foyer, et donc elles restent à la maison, pendant des millénaires. Et alors là, maintenant, vous êtes très inquiets, parce que ce qui a été la loi pendant des millénaires est en train de changer. Et là, vous êtes inquiets. Je ne suis pas du tout inquiet, moi, j'ai compte, il y a des femmes partout, c'est l'horreur. Et les journaux télévisés sont présentés par des femmes. Alors vraiment, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on dit 2 choses très simples. On dit, sur la question des trans, la marge devient le centre, au moins médiatiquement. On dit autre chose. Auparavant, il n'y avait pas de femmes, maintenant, il y a des femmes. Et il y a un discours militant qui vous dit, non, le patriarcat est tel qu'il existait il y a encore 5 siècles. Mais j'ai pas dit ça, j'ai dit le contraire. Monsieur Mouly. Quand on a dit le patriarcat est terminé, vous avez fait... écoutez, le patriarcat... J'ai pas eu le temps de m'exprimer. Vous m'avez fait un procès, franchement. Non, vous monopolisez la parole, Laurent. Monsieur Mouly. Monsieur Mouly qui est avec nous. Et je rappelle votre bouquin Ménopause, tout peut changer. Votre avis sur notre conversation? Alors, il y a un élément important, c'est les hormones. Voilà. Et bien sûr aussi, comme le disait tout à l'heure Eugénie, je l'ai entendu, les chromosomes. Vous ne pourrez pas changer les chromosomes de l'être humain, à moins de faire ce qu'on appelle, vous savez, ces fameux sosies ou fameuses choses qu'on fait par manipulation génétique. Effectivement, il y a une évolution de la femme dans notre société, mais qu'est-ce qui a évolué aussi dans notre société européenne? C'est que depuis un certain nombre de décennies, nous n'avons plus de guerre. Ah bon? Des guerres où l'homme partait au front. Non, il me semblait qu'il y avait une guerre en ce moment, mais j'ai dû répondre. Oui, mais les hommes français. Non, mais continuez. Je ne vais pas faire de la politique, mais je veux dire qu'il n'y a plus de guerre. Donc les premières femmes qui se sont battues pour le droit des femmes, ce sont des femmes, des ouvrières qui réclamaient du pain et qui voulaient que leurs hommes reviennent des tranchées.
C'était une des premières. Depuis, nous n'avons plus, je ne veux pas parler de trop longtemps, m'exposer là-dessus. Justement... Et donc, on se retrouve avec des femmes qui sont maintenant livrées à la vie. Oui, d'accord, mais d'ailleurs, le patriarcat, c'est intéressant parce que c'est un assujettissement des femmes. Ça a eu lieu en Occident. C'était l'appropriation du corps des femmes par les hommes. Mais disons qu'il avait une compensation symbolique qui était la mort des hommes à la guerre. Et par exemple, la Première Guerre mondiale, excusez-moi, mais c'est un génocide masculin. C'est-à-dire qu'il y a pas de génocide, j'aime pas ce mot, mais c'est-à-dire que c'est 1 million d'hommes qui meurent. Il n'y a pas l'équivalent. Il n'y a pas 1 million de femmes qui sont mortes. Non. C'est 1 million d'hommes qui sont morts, français, pour protéger les femmes et les enfants. Et donc il y avait une espèce d'échange symbolique. Et quand cet échange symbolique a disparu, c'est-à-dire que les hommes ne mouraient plus à la guerre, eh bien le patriarcat est devenu tout simplement insupportable. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas demander aux femmes de rester à la maison si les hommes ne vont plus mourir à la guerre. Oui, c'est ça le progrès. Les femmes font maintenant également la guerre. Bon. Moins quand même. En Ukraine, pays, en Israël. C'est pas les femmes. Bon, même si elles restent à l'arrière, elles font beaucoup de choses. Mais en tout cas, ce bouquin est vraiment extrêmement intéressant. Les paradoxes de l'égalité, vous en avez parlé. Le processus de déconstruction, c'est que la fabrique du queer possède elle aussi sa dimension autoritaire. Qui veut faire l'ange fait la bête. Les garçons ne se mettent pas spontanément à jouer aux poupées, ni les filles à devenir pompiers. Il faut détruire, il faut inculquer à grands coups de propagande la déconstruction. Et c'est vrai que lorsqu'on a ce regard-là, ou cette grille de lecture, et qu'on voit la fiction notamment, moi c'est ça qui m'intéresse. Combien ces éléments ont intégré la fiction. Mais c'est vrai aussi dans la chanson française, c'est vrai par les paroles, c'est vrai dans les films, c'est vrai dans les récits, et notamment à la télévision. Parce que je trouve que le cinéma a quand même un peu de liberté, mais les grandes chaînes de télévision, aujourd'hui... Les stéréotypes aujourd'hui sont féministes, ils ne sont pas patriarcaux. Et là, tu as l'impression... Vous allumez la télévision, vous regardez une série... Il y a même des bibles maintenant hollywoodiennes avec un alphabet wokiste. Je suis d'accord. Appliqué automatiquement. De mettre des femmes en avant, c'est wokiste. Non, franchement, c'est ce que je viens d'entendre. Non, je dis l'alphabet. Franchement, Laurent, vous êtes plus. Franchement, Laurent, vous êtes plus intelligent. Tout le monde n'est pas wokiste, mais il y a des gens qui sont pour la promotion des femmes sans être wokistes. Vous êtes plus intelligent que ça. Mais non, parce que vous dites une chose grossière. Je me permets de la contester. C'est pas ce qu'on a dit. C'est comme quand vous me dites que tout à l'heure les hommes comme moi, vous avez, enfin, franchement. Bon, Eugénie, Noémie, Pierre Palmade. Pourquoi vous venez ce matin? Il y a du nouveau? Il n'est plus en détention provisoire. Mais il l'était hier non plus, il ne l'était plus. Hier matin, il l'était encore. Et on a appris hier dans la journée mais c'est un peu compliqué. Parce que tout est... Non, mais les gens comprennent. Je ne veux pas dire que les gens comprennent rien, mais c'est vrai que cette justice est parfois complexe. C'est compliqué. Il est effectivement, en début de semaine, la juge d'instruction a accepté une demande faite par les avocats de Pierre Palmade de mise en liberté pour raison médicale. On rappelle qu'il a fait un AVC sérieux il y a une dizaine de jours. Mais le parquet de Melun a fait appel de cette décision de la juge d'instruction qu'elle avait prise elle-même, elle a le droit de le faire. Et la particularité, c'est que le parquet de Melun a fait un référé détention qui a cette particularité de suspendre la mise en liberté jusqu'au moment où c'est examiné par la chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris. Ça sera examiné vendredi à 9h. S'il n'y avait pas eu le référé, il serait encore en détention. Non, au contraire. Mais il fallait que le premier président de la Cour d'appel de Paris dise s'il prolongeait la suspension de la mise en liberté ou si au contraire il l'infirmait. Et hier, il a décidé de suspendre l'effet suspensif de la mise en liberté. Bref, Pierre Palmade aujourd'hui n'est plus en détention provisoire, il est sous contrôle judiciaire, mais tout ça c'est quand même assez théorique puisqu'il est surtout hospitalisé, il est dans un... Est-ce qu'on a des infos précisément sur son état de santé? Non, c'est assez difficile d'en avoir. J'ai entendu, il s'est fait opérer. On sait qu'il a changé d'hôpital, qu'il n'est plus en ce moment à Villejuif de service d'addictologie, mais qu'il est dans un autre hôpital au Plessis-Robinson, dans un service plutôt spécialisé sur les questions de neurologie. Il est conscient, par exemple? Oui, il s'exprime? Honnêtement, quand on pose la question à l'entourage de Pierre Palmade, notamment à la défense de Pierre Palmade, on n'a pas de réponse. Et ce qui est bien normal, parce que ce sont des défenseurs. Moi, je trouve ça même plutôt noble que ces défenseurs gardent le secret professionnel. Il y a tellement de gens qui le trahissent que même si c'est contre nos intérêts de journalistes, j'aimerais bien être moi-même défendu par un avocat qui ne parle pas aux journalistes et qui ne disent pas les secrets de la défense. On sait qu'il a de toute façon... Donc, il est effectivement plus en détention provisoire et ce contrôle judiciaire, il n'a pas de bracelet électronique.
Il a un certain nombre d'obligations. Il n'a pas le droit de conduire une voiture, pas le droit d'entrer en contact avec les passagers. Il n'a pas le droit de quitter le territoire français. Il a une obligation de soins. Mais encore une fois, tout ça est assez théorique. C'est un contrôle judiciaire assez classique parce qu'il est hospitalisé, que de toute façon, depuis maintenant 3 semaines, il ne voit personne, si ce n'est ses avocats. Mais il y a donc un nouveau rendez-vous judiciaire, vendredi matin à 9h, chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris. Bon, écoutez, il n'y a rien à ajouter sur ce dossier ce matin. Donc on va attendre vendredi. On verra peut-être tout à l'heure, je le dis pour Marine Lançon, quelques images de la manif d'hier, notamment les Black Blocs, c'était aussi le retour des Black Blocs. Mais donc M. Mouly est là pour nous parler de la ménopause. Il y avait une chose qu'on n'avait pas évoquée la dernière fois. Et ça, c'était très important et ça passionne là aussi les uns et les autres. C'est le changement d'humeur de la ménopause, qu'on a du mal à saisir et qui est une réalité. C'est-à-dire, et c'est difficile même de dire une femme change d'humeur parce que, vous voyez, c'est des sujets qui sont aujourd'hui complexes à aborder. Est-ce que, au moment de la ménopause, il y a changement d'humeur et comment combattre ces changements d'humeur ? Alors, effectivement, c'est ce qu'on appelle, nous, le brouillard cérébral. C'est-à-dire la chute des œstrogènes qui ne vient pas obligatoirement au moment de la ménopause, qui est 51 ans, l'âge théorique, mais qui peut venir même bien plus en avant. Et on a une chute progressive des œstrogènes avec ce qu'on appelle des hormones, des produits qu'on appelle la sérotonine, la dopamine, qui vont agir sur le cerveau. Il y a un cerveau où il y a un endroit qui s'appelle l'hippocampe, on a différents endroits, et on a bien démontré, des études ont bien démontré que l'absence d'œstrogènes pouvait, chez des gens vulnérables, d'ailleurs on appelle ça la période de vulnérabilité. On a à peu près 30% de femmes qui dépriment en préménopause et ça va s'accroître s'il n'y a pas de traitement. Mais là, parler de ça, vous voyez, c'est renvoyer parfois la femme à ses humeurs ou à sa psychologie et il y a quelque chose d'un poil sexiste, vous voyez, tel que ça peut être analysé aujourd'hui. Je ne sais pas si vous le comprenez. Très souvent, c'est pour ça que je suis... Quand la femme a ses sauts d'humeur... Oui. On appelle ça les sauts d'humeur. On lui dit, oui, tu déprimes, t'es pas bien, t'as des problèmes. Non, c'est souvent dû à cette période hormonale qui va faire qu'il y a une dépression. Et vous avez 30% des femmes. Et d'autant plus qu'elles ont... Mais pas les hommes. Non, parce que je vous rappelle que nous avons une andropause qu'à partir de 70 ans. C'est intéressant parce que, justement, moi, dans ce livre, j'essaie de voir quelles sont les grandes différences biologiques entre les hommes et les femmes et qu'est-ce qu'elles impliquent. Et effectivement... L'horloge biologique en fait partie. C'est une différence majeure entre les hommes et les femmes. Le fait que le corps des femmes se rappelle à elles dans le temps, notamment à travers les règles jusqu'à la ménopause. Puis ensuite, effectivement, avec cette horloge biologique qui se stoppe, qui fait qu'à partir d'un moment, elles ne peuvent plus avoir d'enfants. Et tout ça structure. Ce n'est pas juste un détail en fait. C'est pas juste. Oui, mais aujourd'hui, c'est pas juste la grille de lecture. Ça s'inscrit profondément dans nos corps et ça induit un rapport au monde différent. Ça ne veut pas dire évidemment une inégalité, mais un rapport au monde différent qu'il faut prendre en compte, sinon on ne peut pas répondre aux problèmes concrets des femmes. On est dans une société où la ménopause c'est tabou. On a l'impression d'être vieux. On est dans un jeunisme effréné. Mais il faut savoir que la femme, elle ne va pas rentrer dans l'ombre. Au contraire, après 51 ans, il faut qu'elle soit dans la lumière. Et elle a la possibilité, avec les moyens actuels et la prise en charge, vous vous rendez compte qu'il n'y a que 5% des femmes qui sont traitées pour leur ménopause, équilibrées pour leur ménopause. Et ces femmes qui ne seront pas traitées... Parce qu'on a imaginé que les hormones étaient cancérigènes. Parce qu'on a dit, oui, ça donne le cancer, mais pas du tout. Même les Américains en sont revenus. Mais vous-même, je suis d'accord avec vous, mais tout le monde ne dit pas. Après, moi, vous avoir reçu, la difficulté avec les médecins, c'est toujours la même. C'est que vous dites ça, et puis moi, je vais vous mettre en face de quelqu'un qui dira le contraire. Alors, j'aimerais bien débattre avec ce quelqu'un, parce que même les personnes avec qui j'ai travaillé, je vous donne l'exemple. Pour le cancer du sein. On a arrêté dès 2002 les traitements hormonaux de la ménopause. C'est passé de plus de 2 millions à moins de 500 000 femmes traitées. Depuis 2010 et jusqu'à présent, on a une augmentation régulière des cancers du sein alors qu'on ne donne pas d'hormones. Vous pouvez me donner l'explication ? Voilà. Et on n'hésite pas. Et chez l'homme, on augmente les cancers hormonodépendants et on ne donne pas d'hormones. Le principal risque du cancer du sein, c'est l'âge. Et comme on est dans des populations où on a ce qu'on appelle les baby-boomers, qui se retrouvent 50 ans ou 60 ans après, on en a profité. On en a profité en disant, oh là là, augmentation des cancers du sein. Mais si vous prenez un épidémiologiste, un statisticien, il vous expliquera que non. C'était normal. D'ailleurs, l'INSEE... 5% simplement des femmes, moi ce que je ne comprends pas, votre chiffre il est incroyable. Donc les médecins, les femmes qui vont voir leur gynécologue, qui vont voir leur médecin traitant,
tous ces médecins ne conseillent pas Alors, il y a un problème d'information. Et il y a aussi un problème de judiciarisation. Parce que des autorités, la Haute Autorité de Santé n'est pas revenue depuis 2014 sur ces conditions de prescription du THM à la française. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de les prescrire ? Si, mais avec des recommandations. C'est-à-dire qu'on dit, mais vous ne donnez que si vous avez besoin. Vous les prescrivez pas depuis 35 ans. Et donc vous avez... Alors, vous considérez que toute femme qui a une ménopause doit être traitée ? Alors... C'est quand même, ça veut dire que vous considérez que la ménopause, c'est une maladie. Il y a 10 à 20% des femmes qui passeront ça comme des grossesses, ça se passe facilement. Et vous avez des femmes qui ont ce qu'on appelle une hygiène de vie, une génétique qui intervient et qui passeront. Mais vous avez 80% des femmes qui iront obligatoirement un des 34 signes qui fait la ménopause. La ménopause, je ne veux plus entendre parler, on ne veut plus, c'est pas on ne veut plus entendre parler du mot post-ménopause parce qu'on dit ouais, la ménopause, ça va durer 4-5 ans, puis après c'est fini. Non, la ménopause, ça dure jusqu'au dernier souffle. Et j'ai une femme, alors par exemple les hormones, c'est par voie orale. Mais parfois, moi j'ai un témoignage d'une personne que j'ai rencontrée après notre émission qui m'a dit je me le mets sur la peau. Alors, les crèmes. Alors je me le mets sur la peau pour enlever les rides. C'est ce qu'elle m'a dit. J'ai rencontré une personne. C'est jeuniste, pardon. Mais... En France, nous avons commencé les premiers traitements hormonaux de la ménopause en 1970. En 1974, nous avons créé les premiers gels. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas que les hormones qu'on prendrait par la bouche passent par le foie. Parce qu'on savait que ça pouvait perturber. Et on le sait. D'ailleurs, les Américains donnent que ça. Et nous, on ne veut pas. Nous, on veut donner des traitements qui ne perturbent pas. Donc, répondez à ma question, la gel, la peau. Alors, nous, les gels ou les patchs, tout ce qui passe par voie transcutanée, ne passe pas par le foie et on ne les met pas sur le sein, bien sûr, on évite, mais bon, on verra après. Mais à une époque, on avait des crèmes qu'on mettait sur la peau qui s'appelaient Fadiamode. Je ne veux pas faire de publicité. Ils ont été retirés. Mais on a le droit de les mettre là, on a le droit de les mettre là, on a le droit de les mettre là, on a le droit de les mettre là. On ne comprend pas. Et donc moi, j'en appelle aux laboratoires et à nos autorités de santé de favoriser le développement de molécules. Autre sujet qui m'intéresse, et celui-là, c'est pas la ménopause, mais c'est un sujet qui est très peu traité aussi dans les médias et peut-être si c'était les hommes qui en souffraient, on aurait trouvé le traitement depuis longtemps, c'est l'endométriose. 10%, vous entendez bien, 10% des femmes souffrent d'endométriose. Je ne suis pas d'accord. Ah bon ? Non, je ne suis pas d'accord parce que ça a été un effet d'annonce. D'ailleurs, je le dis dans mon livre. Un de nos représentants, ministre de la Santé, au mois de février 2022, annonçait que 10% des femmes étaient porteuses d'endométriose. Alors, je voudrais nuancer parce que les chiffres, il faut prendre 10% des femmes en âge de bien sûr. Mais non, parce que ça ne fait plus que 3 à 5% de la totalité des 35 millions de femmes. Et il faut savoir que dans 75% des cas, l'endométriose n'entraînera aucun problème, ni de fertilité, ni de douleur. Oui, mais souvent, les douleurs sont très lourdes, très rudes. Oui, mais vous n'êtes plus sur une population aussi importante. Après, moi, je considère, ça fait plus de 30 ans que je traite l'endométriose. Quand j'ai une jeune fille qui vient... La dernière fois, vous m'avez interrogé pour savoir pourquoi on donne des congés menstruels en Espagne. Mais j'ai dit, mais comment peut-on accepter qu'une jeune fille puisse avoir des règles douloureuses, puisse avoir des règles abondantes? On traite les conséquences, on ne traite pas la cause. Et la cause, c'est très souvent l'endométriose. Donc si les médecins, je dis bien les médecins, étaient plus à l'écoute, et maintenant on l'est, et c'est même plus les médecins, ce sont les mamans. Parce que les mamans qui ont souffert d'endométriose vont dire « mais attendez, ma fille elle souffre, ne la laissez pas comme ça. Moi j'ai eu des problèmes, c'est de l'endométriose ». Voilà. Donc ça touche, effectivement. Moi, je traite depuis et j'opère. Mais qu'est-ce que vous voulez dire que le traitement est... Moi, j'ai reçu quelqu'un il y a 48 heures qui m'a dit il n'y a pas de traitement et c'est une souffrance importante et il n'y a rien à faire. Je ne suis pas d'accord. Ah oui, mais je ne suis pas d'accord. Je vous disais l'endométriose. Pour revenir sur le congé menstruel, moi, pour le coup, je trouve que c'est une bonne idée parce que justement, ça prend en considération. Mais non, parce que vous êtes dans une politique de traitement des conséquences et pas des causes. Oui, d'accord, mais vous savez, ça fait 30. Attendez, Eugénie, ça fait 35 ans. Eugénie, ça fait 35 ans. Mais pour ces 3%-là, qu'elle puisse. Eugénie, ça fait 35 ans. Mais d'accord, mais. Attendez, quand je vois une jeune fille qui vient, elles ont de la chance peut-être. Vous arrivez à le traiter ? Je les écoute. Je suis bienveillant. Et vous savez, le meilleur traitement de prévention de l'endométriose, donc il y a l'alimentation, l'activité physique, l'écoute et éventuellement la pilule. C'est le meilleur traitement. C'est-à-dire pour éviter... Systématiquement, moi j'ai connu des cas, ça ne marche pas systématiquement. Mais parce que ça a été pris trop tard. On a 7
à 10 ans de retard dans le diagnostic de l'endométriose. Il y a une jeune femme qui nous écoute et sur l'autre sujet qui dit « Monsieur Mouli dit n'importe quoi, lorsqu'on a un cancer, on n'a pas le droit au traitement, on doit justement prendre des cachets pour baisser les estrogènes, car cela déclenche des cancers hormonaux. » Alors malheureusement pour cette personne, il y a une grosse étude qui vient de sortir et qui faisait l'analyse des femmes qui avaient eu des cancers du sein précoces et auxquelles on a donné soit des œstrogènes locaux, soit ce qu'on appelle le THM. Et on a démontré que sur ces femmes dont le cancer du sein était précoce, il n'y avait pas d'augmentation du risque de récidive et une diminution de la mortalité. C'est une étude qui vient de sortir en 2022 et elle est vérifiée. Mais j'ai toujours pas compris pourquoi vous vous opposez au congé menstruel. Si on ne peut pas traiter les causes, il faut bien traiter les conséquences. Mais je comprends très bien, Monsieur Nolot. Mais je veux dire, un médecin doit écouter, il doit être dans la prévention. Et s'il n'est pas dans la prévention, il va être dans le traitement des conséquences. Et les conséquences, c'est ça. Dans tout, on fait. Dans la justice, on traite les conséquences. Dans telle chose, on traite les conséquences. Et en médecine, on essaye d'éviter de traiter les conséquences et de prendre les choses en amont, de faire de la prévention. Mon livre, c'est de la prévention, c'est de l'écoute, c'est d'éviter que les choses évoluent. Bon, en tout cas, vraiment, c'est un sujet, je trouve qu'il n'y a pas... on ne parle pas assez de ces sujets-là, pour tout vous dire. C'est pour ça que j'ai voulu ce matin... Et notamment pour les retraites. Oui. Ah. Oui. C'est-à-dire vous avez vu qu'il y a à peu près 95% des femmes qui ne sont pas traitées pour leur ménopause. Vous en avez 5% qui vont passer la période de 50 à 64 ans en bonne santé. Ça veut dire pour elles, ça va être ce qu'on appelle un parcours ça va être une promenade de santé. 80% des femmes vont avoir tous les troubles que je décris dans mon livre. Et ces femmes-là qui vont arriver à 56, 57 ans vont être essoufflées, lessivées. Pour elles, c'est la double peine. Il faut les écouter. On va leur rajouter en plus 2 ans. C'est un problème. Non, mais Monsieur Fenech, la dernière fois, disait d'un scandale sanitaire. Pour moi, je considère que c'est un péril sanitaire, c'est une prise en charge d'utilité publique que nos autorités commencent à s'intéresser, puisque j'ai été reçu au plus haut niveau national. J'ai été même reçu après au niveau du ministère de la Santé pour qu'on essaye d'avancer sur ce sujet. Il nous reste quelques minutes. On aurait pu davantage parler, bien sûr, des manifestations d'hier. Il y a une image qu'on n'a pas montrée. Je voulais vous la soumettre. C'est le retour des Black Blocs. Vous l'avez sans doute vu. C'est cette voiture qui a été vandalisée dans Paris. Et c'était une voiture de médecin. Vous avez vu cette image ? Effectivement, mais ce que je n'ai pas très bien compris, alors c'est vrai que c'est pas normal de vandaliser, mais c'est comment ça se fait que le médecin ait sorti sa pancarte après que ça ait été vandalisé. Alors, on l'écoute en séquence, regardez. Oui. Elle n'était pas siglée. Allez-y les gars, stop, arrêtez. Allez-y. Stop, il y a un médecin. Franchement. Un médecin collabo. C'est quand même, vraiment des images qui vont perdre. Et je vous montrerai tout à l'heure des policiers qui ont été agressés, parce que parmi toutes les images que je vois dans ces manifestations, les policiers agressés et la faible peine pour ceux qui agressent les policiers, je trouve ça sidérant dans notre société aujourd'hui. Ces manifs-là, admettez qu'il y a quand même peu d'incidents. Mais c'est trop. Mais franchement, vous êtes. Non, mais c'est toujours trop. Vous me sidérez, en fait. Je ne sidère pas. C'est encadré par des syndicats responsables. Il y a très peu d'incidents. Vous me sidérez. Il y a des enfants qui regardent ça et c'est pas. Quand vous avez les Black Blocs, c'est difficile à gérer les Black Blocs, y compris pour les syndicats. Je comprends pas Moi, je ne pouvais pas l'imputer au mouvement de. Ah, pas du tout. Mais je trouve ça sidérant. En fait, ce que je trouve sidérant, c'est que il me semble que c'est très facile d'arrêter ça. Par exemple, ces gens-là qui font ça, c'est des peines maximum qui sont tellement dissuasives que la prochaine fois, ils ne recommenceront pas. Mais vous ne voulez pas entendre ça.
Non, mais donc, j'entends très bien ce que vous dites. Donc, l'autre jour, renvoyé devant un tribunal. Hein, non, mais l'autre jour, on a cité cette personne qui envoyait la proportionnalité des peines. Mais non, mais vous touchez à un policier, c'est 10 ans à l'ombre. Non, c'est simple. C'est mon avis. Vous touchez à un policier, c'est 10 ans à l'ombre. Ce sera dissuasif. Et croyez-moi, il y en aura moins. Mais tout le monde est au courant. Quoi, je le dis à tout le monde avant, je dis, vous touchez à un policier, mesdames, messieurs, rien ne justifie. Mais si, c'est simple. Vous touchez à un policier, vous agressez un policier, c'est 10 ans à l'ombre. Il y a des peines, d'ailleurs, elles sont plus mais Barbara Durand est là. Et c'est plus important de l'écouter. À l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, Emmanuel Macron va rendre ce mercredi un hommage national à Gisèle Halimi à 16h au Palais de Justice de Paris. Le président pourrait également s'exprimer sur la constitutionnalisation de l'IVG, dont la légalisation fut l'un des combats de l'avocate féministe. Pour faire plier le gouvernement, les syndicats entendent faire durer la contestation dans le temps. 2 nouvelles journées de manifestation sont d'ores et déjà prévues. La première ce samedi, la deuxième le 15 mars, soit mercredi prochain. Après cette 6e journée de mobilisation, les syndicats ont demandé à être reçus en urgence par Emmanuel Macron. Enfin, après les manifestations en Géorgie contre un projet de loi controversé ciblant les médias et les ONG, au moins 66 personnes ont été interpellées. Ce matin, le chef de la diplomatie de l'Union européenne a condamné cette loi, la jugeant incompatible avec les valeurs de l'UE et l'objectif de rejoindre le bloc européen. Cette image pour terminer, je le disais, d'un policier qui a été agressé hier, et Mathieu Vallet d'ailleurs, qu'on entend régulièrement, a voulu le défendre. On va la voir, cette séquence de nouveau, parce que ça fait partie des images que je trouve parmi les plus choquantes. Mais là encore, comme on les voit, sinon à chaque manifestation, au moins régulièrement, est-ce qu'on l'a, Marine Lançon, cette image ? Eh bien, voyons-la. Comment vous pouvez justifier que la personne qui s'en prend à ce policier ne prenne que 3 mois avec sursis, par exemple, ou 6 mois avec sursis ? Mais comment ? Je ne justifie pas. Mais qu'est-ce que vous voulez en faire, en fait ? C'est difficile de discuter dans ces conditions, parce que je suis d'accord pour aggraver les peines pour les agressions contre les policiers, pas seulement d'ailleurs contre les professeurs et contre les pompiers. Moi, je suis d'accord. Mais alors vous arrivez, il faut faire 10 ans, mais vous ne connaissez même pas l'échelle des peines. Si on met 10 ans pour ce truc-là, on va être obligé de relever d'autres peines, forcément. Non. Il y a une hiérarchie des délits. Mais si, c'est ça la civilisation judiciaire. Il y a une hiérarchie des peines. Vous ne pouvez pas dire, voilà, on va mettre perpétuité, et puis voilà, et puis il y en a marre. Mais ce n'est pas comme ça qu'on discute. Mais combien de fois il faudra avoir ce débat pour que ça change ? C'est ça. Et du coup, comme on est obligé de nuancer les propos, tout en étant d'accord avec le diagnostic, que ça doit être réprimé sévèrement, on passe pour un laxiste. Mais si, parce que le mot sévèrement, vous ne les réprimez pas sévèrement. C'est bien le problème. Je viens de vous dire. Combien on met ? Je suis d'accord pour augmenter. C'est une question qui demande un examen sérieux. C'est la millième fois que nous avons ce débat. Il faudra combien de débats pour trouver quelque chose de dissuasif contre ces voyous qui n'ont rien à voir, en effet, avec le mouvement syndical et le gros de la masse des manifestants. Mais combien de temps on va supporter ça ? On vient d'avoir. Jamais mot de fin. Merci. On vient d'avoir 2 images successives d'où je conclus qu'il vaut mieux être policier en Géorgie qu'en France. Mais il vaut mieux vivre en France qu'en Géorgie. Merci Dominique Jamais pour cette conclusion sur laquelle nous allons méditer, voyez-vous. Je vous remercie. Michel Moulier, ménopause, tout peut changer. Eugénie Bastier, sauver la différence des sexes chez Gallimard. Ça vaut 3,90 € en plus. C'est pas. Ça va. Voilà. Beau cadeau pour votre femme, pour la journée des femmes. Exactement. Merci à Thibaut Palfroy qui était avec nous aujourd'hui à la réalisation, à Bouka Abella qui était à la vision, à Arnaud Portelas qui était au son. Merci à Marine Lançon, à Florian Doré qui nous a rejoint. Toutes les émissions sont à retrouver, vous le savez, sur cnews.fr. Jean-Marc Morandini dans une seconde et nous, rendez-vous ce soir.